Cet épisode sera le dernier de la série, il en faut bien un. Je n'ai pas encore analysé de manière approfondie l'argumentaire négationniste, car il me semblait plus pertinent de commencer par décrire la formation de ce courant afin de montrer à quel point il était le prolongement de la négation du génocide par les nazis eux-mêmes. Aujourd'hui donc, je vous propose de faire le point sur les méthodes des négationnistes. On pourra ensuite réfléchir aux stratégies à adopter pour lutter contre ces discours. Il existe en effet des lois qui condamnent la négation des crimes établis par la justice internationale, et dont le tribunal de Nuremberg fait partie donc. Cependant, ces lois, qu'on appelle parfois les lois mémorielles, à tort, on y reviendra, ne vont pas sans poser problème, et ce sera l'occasion d'en parler. Quelles sont les stratégies rhétoriques des négationnistes? Peut-on y répondre? Et si oui, comment? Je vous propose d'en venir aux faits. Ici Londres. Planes flying into buildings have filled us with disbelief. Radio Paris est allemand. Manifestation populaire dont aucun incident n'a troublé le calme se termine par le serment renouvelé du Rassemblement populaire pour le pain, la paix, la liberté. Après avoir gagné la guerre, il faut construire la paix. Et ne nous voilons pas la face, cela sera long et difficile. Passons en revue pour commencer les principales stratégies rhétoriques employées par les négationnistes. J'illustrerai chacune d'entre elles par un exemple pris au hasard dans la chronologie que nous avons visitée dans les 3 précédents épisodes, et je vous invite à vous y reporter si besoin. À ce stade de notre série, je ne vais pas non plus rappeler ce que la science a établi du génocide. Si besoin, reportez-vous à l'épisode 1 ou à la bibliographie en description. Je ne vais pas non plus chercher à répondre à chaque argument, car comme vous, j'ai une vie, et je vous rappelle qu'il existe un site qui s'appelle phdn.org qui répond point par point à l'argumentaire négationniste. La première stratégie qui ressort des discours négationnistes, c'est l'inversion discursive. Alors pas de panique, c'est plus simple que ça en a l'air. Les négationnistes ne portent pas ce nom par hasard. La base de leur discours repose sur la négation des faits tels qu'ils sont établis, voire, si besoin, leur falsification. C'est la raison pour laquelle il est vain d'essayer de leur prouver qu'ils ont tort. J'y reviendrai un peu plus loin dans l'épisode. Les historiens ne peuvent pas renvoyer aux preuves déjà connues et que les négationnistes ignorent volontairement ou remettent en doute arbitrairement. Or, en science, la charge de la preuve retombe sur celui qui émet une proposition. Ce serait donc aux négationnistes d'apporter une preuve décisive et factuelle de leur thèse, ce qu'ils ne font jamais puisqu'ils s'appuient sur les mêmes données que les historiens en leur faisant dire ce qu'ils ont besoin de leur faire dire. Tous les négationnistes donc produisent une inversion des faits. Inversion des responsabilités dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la faute ne reviendrait pas au Troisième Reich, figurez-vous, mais aux Juifs eux-mêmes. L'inversion victimaire, d'abord les Allemands ont été présentés comme les vraies victimes du mensonge, toujours entre guillemets, des Juifs, puis les Palestiniens. La France serait, selon Bardège d'ailleurs, vous vous souvenez, l'un des pères du négationnisme en France, sous, je cite, occupation juive. On a aussi la négation de l'intention génocidaire des nazis et de leurs complices. Implicitement, en fait, on comprend que les Juifs ne sont pas les vraies victimes, et que s'ils l'ont été, ils l'ont un peu cherché. Enfin bref, c'est un discours qui, en niant les crimes qui ont eu lieu, justifie d'éventuels crimes à venir. C'est assez pervers. Deuxième stratégie, le complotisme. Ce discours négationniste ne peut tenir qu'à une seule condition. Des forces extrêmement puissantes ont œuvré en secret pour imposer ce narratif et le défendre de ses contradictions. D'où il résulte que le négationnisme ne peut être qu'un complotisme. Il implique que les Juifs aient menti pour imposer leur pouvoir et continuent de mentir afin de le maintenir. La création de l'État d'Israël dans l'après-guerre serait l'une des preuves de ce complot. C'est déjà ce qu'avançaient Bardèche et François Duprat par exemple. Il s'agit donc de la réactivation de la vieille théorie du complot juif mondial. D'où l'importance de l'antisémitisme, dont je ne vais pas vous donner un exemple précis puisqu'il s'agit d'un point commun à tous les négationnistes dont nous avons parlé. Troisième stratégie, le relativisme. Pour faire passer la pilule, difficile à avaler, les négationnistes ne se contentent pas d'égrener des contre-vérités pour nier les faits. Ils cherchent aussi à relativiser la portée des crimes nazis. Cela peut passer par le fait de monter en épingle les crimes de guerre des Alliés, qui ont certes existé, mais qui n'ont jamais fait partie d'un plan concerté et conscient pour détruire le peuple allemand,
Cela passe aussi par le fait de sous-entendre que les victimes d'hier sont les bourreaux d'aujourd'hui, en sous-entendant qu'ils seraient encore davantage sanguinaires que les nazis. Par exemple, François Duprat parlait d'une solution finale en Palestine, dans le contexte de la guerre des 6 jours et de la guerre du Kippour, donc entre Israéliens et Palestiniens. Bref, on relativise, l'objectif est d'atténuer la portée réelle du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Quatrième stratégie, le biais de confirmation et le cherry-picking. Nous l'avons vu dans le cas de Forisson. Ce dernier n'accepte de considérer que les documents qui vont dans son sens, biais de confirmation, et de balayer tout le reste d'un revers de la main. Excite donc tous les témoignages pourtant très nombreux et convergents sur l'essentiel. On retrouve donc ici également le cherry-picking. Forisson a établi un corpus de documents en mettant de côté tout ce qui ne l'arrangeait pas et tout ce qu'il n'arrivait pas à falsifier. Cinquième stratégie, avancer masqué. Toujours parce que leurs intentions sont peu avouables et que la pilule a décidément du mal à passer, les négationnistes ont généralement tendance à se présenter comme des objecteurs de bonne foi. Dans leur discours, la notion de vérité est omniprésente. C'est cette valeur qui leur sert d'étendard. Et tout le monde aime la vérité, personne n'aime le mensonge. Bien entendu, leur vérité est cachée et leur rôle est de la révéler au grand public ignorant. Encore un point commun avec les autres discours complotistes. Ils se placent ainsi dans le costume du chercheur de bonne foi. C'est une manière d'attirer la sympathie et de ne pas révéler leurs véritables intentions. Forisson est l'archétype de cette stratégie, même si certains sont plus directs, comme Vincent Renoir ou Maurice Bardèche, qui n'ont jamais caché leur adhésion au national-socialisme. À partir des années 1980, on voit aussi que les négationnistes cachent leur antisémitisme derrière l'antisionisme. Ça leur permet entre autres de se transformer en défenseurs des Palestiniens, alors que ce qui les intéresse, c'est de s'attaquer aux Juifs, et non seulement à la politique de l'État d'Israël, qui est, je le rappelle, attaquable et critiquable, comme celle de n'importe quel autre État. Les Juifs ne sont pas vaccinés par l'histoire contre le fait de commettre des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Je crois que penser le contraire, c'est de l'essentialisme, et donc c'est assez discutable. Sixième stratégie, la victimisation. Nés avant la honte, les négationnistes se présentent comme des résistants à un système qui les muselle et les persécute pour cacher la vérité, voire la stratégie numéro 2. Ils étalent ainsi complaisamment leur CV judiciaire dans le but de susciter la compassion du public. Septième stratégie, l'entrisme. Les négationnistes cherchent à travestir leur discours pseudo-scientifique d'une apparence de légitimité scientifique. Ils ont cherché donc à obtenir des titres universitaires avec des travaux de recherche véhiculant leur thèse. Je vous renvoie à l'épisode précédent, où ils ont utilisé leurs titres universitaires antérieurs à leur basculement dans le négationnisme comme argument d'autorité. C'est ce qu'a fait Robert Forisson ou encore Serge Thion. L'enseignement est donc une cible privilégiée, quel que soit le niveau concerné d'ailleurs. Cela leur permet de toucher la jeune génération, plus encline au doute, et qui découvre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et donc n'a pas toutes les armes pour se défendre. Par exemple, Vincent Renoir a envoyé des brochures négationnistes à plusieurs lycéens lauréats du concours Résistance et déportation. En novembre 1995, alors qu'il était professeur de mathématiques, il a également proposé à ses élèves un exercice sur les statistiques de mortalité au camp de Dachau, tiré d'ailleurs d'un article de Robert Forisson publié en 1990 dans la revue d'histoire révisionniste. J'arrête là l'inventaire de leur stratégie. À la vérité, on pourrait en faire des livres entiers. D'ailleurs, on en fait, et je vous renvoie à la description pour trouver de quoi approfondir si le sujet vous intéresse. Venons-en à notre deuxième point. Que faire face à ça? Comment empêcher les négationnistes de distiller leur venin et de pourrir le débat public? Bon, d'abord, on va être de bonne foi. Après tout, pourquoi lutter contre ces discours? Je crois qu'à ce stade de cette série, on a compris que le négationnisme est un discours de haine. En gros, un discours qui convoie un message de haine ou d'incitation à la haine à l'égard d'un groupe défini par son origine, son appartenance à une ethnie, à une religion ou à une prétendue race. Or, nous l'avons vu, le négationnisme véhicule systématiquement de l'antisémitisme. Donc c'est bien un discours de haine. Pourquoi lutter contre un discours de haine? D'abord, on peut estimer que la négation ou la minimisation d'un génocide, l'inversion de la responsabilité de la Seconde Guerre mondiale pour finalement pointer les Juifs du doigt comme responsables de leur propre malheur, est en soi inacceptable, d'un point de vue éthique, mais aussi politique. Est-ce qu'une démocratie peut tolérer des discours qui nient l'égalité fondamentale entre tous les êtres humains ou pouvant conduire à des discriminations?
c'est très largement discutable. On peut aussi rappeler qu'il existe un continuum entre les discours et les actes. Les propos haineux préparent les actes en les légitimant. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la tolérance, mis en lumière par le scientifique Karl Popper dans un ouvrage de 1945 intitulé « La société ouverte et ses ennemis ». Une société qui tolère les discours intolérants verra mécaniquement le niveau de tolérance globale reculer. Je me permets de citer un passage assez long tiré de son livre où il développe ce paradoxe. La tolérance illimitée ne peut conduire qu'à la disparition de la tolérance. Si nous accordons une tolérance illimitée même à ceux qui sont intolérants, si nous ne sommes pas prêts à défendre une société tolérante contre les assauts des intolérants, alors les tolérants seront détruits et la tolérance avec eux. Avec cette formulation, je ne veux pas dire, par exemple, que nous devrions toujours réprimer les philosophies intolérantes. Tant qu'il nous est possible de les contrer par des arguments rationnels et de les tenir en échec grâce à l'opinion publique, les interdire ne serait certainement pas judicieux. Mais nous avons intérêt à revendiquer le droit de les réprimer si nécessaire, même par la force, car il se peut fort bien qu'ils n'acceptent pas la confrontation d'arguments rationnels et dénoncent d'emblée toute argumentation. Ils risquent d'interdire à leurs adeptes d'écouter toute argumentation rationnelle parce qu'elle serait trompeuse, et de leur apprendre à répondre aux arguments en faisant usage de leur poing ou de leur pistolet. Nous devons donc revendiquer, au nom de la tolérance, le droit de ne pas tolérer les intolérants. Nous devrions affirmer que tout mouvement prêchant l'intolérance se place hors la loi et considérer comme criminel l'incitation à l'intolérance et à la persécution, de la même manière que nous considérerions comme criminel l'incitation au meurtre, à l'enlèvement ou à la relance de la traite des esclaves. Fin de citation. Il est donc légitime d'empêcher certains discours de circuler librement parce qu'ils sont dangereux. Examinons donc, pour commencer, les réponses apportées par la loi. En effet, depuis les années 1990-2000, en France, une série de lois ont été votées, que l'on rassemble parfois un peu vite sous l'étiquette de lois mémorielles, alors qu'elles sont en fait assez différentes les unes des autres. Ainsi, depuis juillet 1990, la contestation des crimes contre l'humanité reconnus par la justice internationale est punie par la loi. Entre autres dispositions, puisque cette loi de juillet 90 condamne avant tout plusieurs formes de discrimination, elle insère dans son article 9, dans la loi de 1880 sur la liberté de la presse, un nouvel article dont voici le texte. Seront punis ceux qui auront contesté l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du dit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. Fermez les guillemets. Cette mesure, qui avait pour but d'endiguer la diffusion des thèses négationnistes, n'a pas fait l'unanimité, y compris chez les historiens, d'autant plus qu'elle s'est accompagnée de plusieurs autres lois portant sur la reconnaissance par l'État français d'autres crimes contre l'humanité. En 2001, c'est la loi relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 et celle, la même année, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, qu'on appelle aussi parfois la loi Taubira. En 2005, c'est la loi portant sur la reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. L'État commençait à se mêler d'histoire et de mémoire, ce qui a bien entendu interrogé les historiens. Il n'est pas inintéressant d'ailleurs de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé autour de l'année 2005 face à ces lois dites mémorielles. Face à ce qui pouvait apparaître comme une inflation législative, en effet, le 12 décembre 2005, un collectif d'historiens publie une pétition intitulée « Liberté pour l'histoire ». Elle est initialement signée par 19 personnalités, parmi lesquelles Jean-Pierre Azéma, Marc Fesneau, Jean Leclan, Pierre Milza, Pierre Nora, Antoine Prost, René Raymond, Pierre Vidal-Naquet ou encore Mona Ozouf. Elle demande l'abrogation de dispositions législatives indignes d'un régime démocratique. Je cite leurs mots. Pour les signataires de cette pétition, il fallait séparer l'histoire de la mémoire, des sensibilités morales du présent, et laisser toute liberté à l'historien dans ses recherches. En gros, la loi n'a pas à fixer ce que le chercheur doit trouver. C'est d'ailleurs dans le même contexte qu'a été créé le comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, au printemps 2005. Dans son manifeste, ce comité reconnaît aux acteurs de la vie publique le droit, je cite, de puiser dans l'histoire des arguments pour justifier leurs causes ou leurs intérêts. En revanche, il rejette toute forme d'instrumentalisation du passé. Le comité met également en garde contre la tentation de considérer les historiens, je cite, comme des experts qui détiendraient la vérité sur le passé. Fermez les guillemets. Elle affirme au contraire que leur rôle est, je cite,
de mettre à la disposition de tous les connaissances et les questionnements susceptibles de favoriser une meilleure compréhension de l'histoire, de manière à nourrir l'esprit critique des citoyens tout en leur fournissant des éléments qui leur permettront d'enrichir leur propre jugement politique au lieu de parler à leur place, fermez les guillemets. Notez l'humilité de la posture. Méfiance donc envers l'inflation législative portant sur la mémoire des faits historiques. Pour autant, toute la profession n'était pas unanime. L'appel des 19, dont j'ai parlé plus haut, appelant à l'abrogation des lois dites mémorielles, a suscité des critiques de la part d'autres historiens qui en réponse ont signé un appel pour une vigilance sur les usages publics de l'histoire. Pour les signataires de cet appel, parmi lesquels Gérard Noiriel ou Nicolas Offenstadt, il n'est pas possible que des historiens puissent, au nom de la liberté de l'histoire, je cite, s'affranchir des normes aujourd'hui reconnues par les plus hautes instances internationales, qui font de la condamnation et encore plus de la prévention des génocides et des crimes contre l'humanité une impérieuse nécessité. Par ailleurs, poursuivent-ils, la liberté de l'histoire ne se limite nullement à la question du rapport à la loi. Nous devons nous interroger aussi sur les relations que les historiens entretiennent avec le journalisme, avec le monde associatif et la classe politique, fermez les guillemets. En gros, si on résume, on a d'un côté ceux qui rejettent en bloc les lois dites mémorielles au nom de la liberté de la recherche, et ceux qui rappellent que la recherche, si elle a besoin d'être indépendante, ne vit pas en dehors de la société. Parce que l'argument de la liberté de la recherche, qui est celui qui s'est imposé dans le débat public à l'époque, est un peu simpliste. Déjà parce qu'elle met dans le même sac, loi mémorielle, des mesures qui sont différentes les unes des autres. Ensuite, parce qu'au fond, la liberté du chercheur n'est pas du tout limitée par ces lois. Personne n'empêche de faire de l'histoire et de la recherche sur le génocide arménien, l'esclavage, la Shoah ou la colonisation. Ce qui est pénalisé, ce sont les discours que véhiculent ceux qui cherchent à profondément réécrire une histoire déjà établie par la recherche depuis des décennies. Cela dit, on pourrait aussi poser la question de la légitimité de ces lois du point de vue de leur efficacité. La loi Guesso de 1990 n'a pas fait disparaître le négationnisme. En revanche, on peut lui concéder qu'elle a contribué à le maintenir dans sa marge. Aujourd'hui, offrir une tribune à un équivalent de Robert Forisson en une d'un journal tel que Le Monde par exemple, ou l'interviewer pour la télévision ne serait plus imaginable, et ça c'est un progrès. Mais on peut aussi citer l'historienne Madeleine Rébériou qui soulignait à l'époque de la loi Guesso que les lois préexistantes avaient déjà permis de faire condamner Robert Forisson en 1981 pour diffamation publique sans que les tribunaux n'aient eu à se prononcer sur la vérité historique. D'ailleurs, je vous rappelle que Maurice Bardèche lui-même, dans les années 50, avait été condamné, alors qu'il n'existait aucune loi pénalisant la négation du génocide. Dans un article intitulé « Le génocide, le juge et l'historien », Madeleine Rébériou écrit en effet, je cite, « Non seulement rien n'est plus difficile à constituer en délit qu'un mensonge historique, mais le concept même de vérité historique récuse l'autorité étatique. Les génocides peuvent et doivent être pensés, comparés et, dans la mesure du possible, expliqués. Les mots doivent être pesés, les erreurs de mémoire rectifiées. Expliquer le crime, lui donner sa dimension historique, comparer le génocide nazi à d'autres crimes contre l'humanité, c'est le combattre. C'est ainsi, et non par la répression, que l'on forme des esprits libres. » Fin de citation. Il faut aussi souligner que l'existence de la loi Guesso a été intégrée au discours victimaire et complotiste des négationnistes, qui ne manquent pas de souligner qu'il est étrange, si le génocide est avéré, d'avoir besoin d'une loi pour en empêcher la négation. C'est justement ce que l'historien Pierre Vidal-Naquet avait avancé à l'époque également pour critiquer cette loi. C'est selon moi le principal problème de la loi Guesso d'ailleurs. Si on ne peut pas dire qu'elle n'apporte rien, elle ne suffit pas, et elle peut même donner des armes à ses opposants. Pourtant, les intentions de ces lois sont louables. Lutter contre ceux qui détournent, manipulent ou nient les vérités historiques établies par la recherche à des fins plus ou moins avouables. Cependant, il ne faut pas minimiser les limites d'une telle stratégie. On risque, pour reprendre les mots de Boris Adjemian, de voir le travail du législateur aboutir à judiciariser le passé en figeant une ou des vérités historiques. Alors, si la loi ne suffit pas, que reste-t-il ? Est-ce qu'on peut envisager, par exemple, de débattre avec les négationnistes pour leur mettre leur nez dans leur caca et donc les délégitimer ? Je pense que ce n'est pas le cas et que ce seraient les seuls à tirer quelque chose de positif d'une telle confrontation. Comme je l'évoquais plus tôt, débattre avec un négationniste, c'est boxer contre un type avec une Kalachnikov. C'est courageux, mais c'est voué à l'échec. Le négationniste ne joue pas avec les mêmes règles que l'historien. Il se réserve le droit d'ignorer ce qui ne va pas dans son sens, ce qu'un historien ne peut pas faire. S'il tient à rester un historien, bien entendu. Le négationniste se réserve aussi le droit de travestir la réalité,
Or, même face à un spécialiste rodé, le négationniste pourra toujours bricoler une objection à partir d'un détail ultra précis auquel l'historien ne pourra pas apporter de réponse en direct. Or, le débat, tel qu'il est aujourd'hui pratiqué le plus souvent, est un débat en direct. Et on peut gagner un débat télévisuel ou un débat vidéo sur Internet, par exemple, alors qu'on a tort. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le débat scientifique se passe beaucoup par écrit interposé, par article ou par livre. Bien sûr, il y a aussi des colloques où les historiens discutent en vis-à-vis. Ces colloques sont d'ailleurs souvent publics. Mais le fait de discuter par écrit interposé permet aux autres historiens d'intervenir dans le débat et surtout de prendre le temps d'examiner un par un les arguments des uns et des autres. C'est comme ça que la science historique progresse d'ailleurs. Mais les négationnistes ne jouent pas ce jeu-là, puisque leurs propres pseudo-revues ne font que ressasser les mêmes arguments depuis des décennies et ne s'appuient pas sur les travaux antérieurs des autres historiens. Alors si on ne peut pas débattre, et que la loi est limitée, qu'est-ce qui reste ? Finalement, on pourrait reciter ici Madeleine Rébériou. Ce qu'il reste, c'est la recherche et l'enseignement. Il faut soutenir la recherche pour pouvoir continuer à construire du savoir sur le sujet. Il faut également soutenir l'enseignement et la vulgarisation pour diffuser ce savoir construit par la recherche et la science. L'information du public est donc le meilleur rempart contre les thèses négationnistes. Cela interroge la résilience de l'opinion publique face à ce genre de discours, et je crois qu'ici, si on peut parfois pointer du doigt la réticence de certains historiens à entrer dans le débat public et à mettre leur savoir à la portée du grand public, je pense qu'on peut surtout pointer la responsabilité des médias qui laissent volontiers la place à l'opinion de pseudo-experts plutôt qu'au savoir des historiens. Alors certes, on n'invite plus les héritiers de Forisson sur les plateaux de télévision, mais on invite toujours des pseudo-experts qui n'ont aucune légitimité pour parler, mais dont le discours plaît à une certaine partie de l'opinion et génère de l'audimat. Donc c'est vraiment la structure de notre débat public actuel qu'il faut repenser si on veut limiter la diffusion de ces thèses négationnistes. Et il faut bétonner la culture scientifique de l'opinion publique française. Les citoyens français, quel que soit leur niveau d'études d'ailleurs, sont tout à fait capables d'acquérir les bases d'une réflexion logique et les bases d'une culture commune. Si je n'en étais pas convaincu, je n'aurais pas lancé ce podcast et je ne serais pas enseignant. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode et donc pour cette série. Un peu frustrante comme conclusion, puisque je n'ai pas de solution miracle qui m'est venue dans la nuit pour lutter contre les discours négationnistes ou les discours complotistes, mais à mon humble niveau, je pense qu'avec cette série d'épisodes, j'ai mis à la disposition des curieux de quoi se faire une idée sur ces discours et à quel point ils sont dangereux. C'est la fin de cet épisode sur Mémoire Vive. J'espère, comme d'habitude, qu'il vous aura plu et ou qu'il vous aura été utile, les deux dans l'idéal, évidemment. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cet épisode s'il vous a plu, à vous abonner à nos réseaux sociaux, ils sont disponibles en description. Et en attendant, restez calme et écoutez les historiens.